Audio Jungle. La vie reprend dans les escouades sur le vieux continent. Après 4 semaines de rencontres de Coupe du Monde que l'on a vécues, en tout cas ici, avec des émotions fortes. Ce jour, il s'est agi de Coupe de la Ligue et du Roi, disputée en semaine. On en parle dans cette édition. Ça s'est déroulé en Outre-Manche et en Outre-Pyrénées. L'actualité brûlante de Cristiano Ronaldo, de Hazard, du Real Madrid. On ne sait pas s'il va encore rester là-bas pendant longtemps ou pas. Messi et Benzema au cœur d'un scénario plus ou moins intéressant. Le premier veut continuer dans la capitale française. On lui fait des yeux doux pour prolonger. Et l'autre dit définitivement adieu à l'équipe de France. Et puis nous parlons également du rachat de l'Olympique lyonnais par un Américain. Oui, encore un Américain. Après l'Olympique de Marseille, celui-ci s'appelle Textor. C'est le nouveau patron de l'OL. Tout ça pour quel changement? On en parle. Voilà les sujets qui vont être sur la table des spécialistes en ce vendredi. Nous allons les retrouver tout à l'heure. Mais on salue également Théoua Javon et puis Eloma Dovon qui vont nous accompagner, nous prêter main forte durant 55 minutes, 766e numéro de Plateau Foot Europe en direct du studio Messania. Mais bonjour sportifs à toutes et à tous. On pourra dire également bonsoir parce que vous allez nous retrouver tout à l'heure. Bienvenue. Nous sommes là pour un nouveau numéro de Plateau Foot Europe. Oui, ça peut vous sembler bizarre, mais oui, la Coupe du Monde est déjà passée. Bonjour mon cher Roméo, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. En pleine forme? En pleine forme. On vous accueille pour la toute première fois dans ce numéro. Première sélection. Dans cette émission. Première sélection, Dorsa 9 dans l'attaque. Il a déjà choisi son Dorsa. Ah bah oui, je pense que ça va partir. Attention au gardien. C'est un chiffre qui vous tient à cœur, Dorsa 9? Oui, tellement. Ah bon? Ouais, c'est quoi l'histoire derrière? Si je devais être joueur, je serais un attaquant et puis Dorsa 9 avec. Quand j'ai vu. Moi, j'ai ouvert les yeux dans le football avec R9. D'accord. Luis Nazario de Lima Ronaldo. Ok, le Brésilien. Ouais, le Brésilien. Donc, du coup, après, je suis parti derrière pour voir d'autres attaquants avant lui. Oui. Mais je crois que jusqu'à ce jour, il reste le seul et unique attaquant qui m'a tellement emballé. Oui, vous le dites, il est unique en son genre, R9. Mon cher Delanov, bonjour et bienvenue. Vous êtes déjà un titulaire dans cette émission. Ça fait quelques semaines, on ne s'est pas vu. Comment ça va? Je vais très bien. J'ai passé une très belle période de Coupe du Monde. Super. On le sait tous. Super. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on se retrouve encore pour partager ce qu'on sait faire. C'est-à-dire parler de football européen. En tout cas, on est de retour. Le mondial est passé. Messi et puis toute sa troupe, ils ont fini de célébrer. Oui. Retour sur les pelouses pour pouvoir continuer par batailler. Exactement, c'est très important puisque la vie continue et également la vie reprend au niveau des différents clubs sur le vieux continent. Messieurs, le premier sujet qui nous intéresse dans cette aventure, il s'agit de la Coupe du Roi. Ça se déroule en Espagne avec le deuxième tour disputé en semaine. Les équipes, en tout cas celles qui ont, on pourra dire, un pédigré un peu plus intéressant, étaient sur le pré, notamment l'Atlético de Madrid qui a souffert mais qui gagne face à Renteiro. C'est pas un club que vous connaissez, ça fait partie en tout cas des clubs de village qui participent à une compétition. Comme le dirait quelqu'un. 3 buts à 1. L'Atlético avec Carrasco, mine de rien, il faut bien préparer. On pourra dire le retour à la compétition parce que le jeudi prochain, la Liga reprend son droit de cité. C'était vraiment important pour El Cholo, Diego Simeone et toute sa troupe. Il faut quand même au moins cette petite victoire-là. Enfin, 3 buts à 1, c'est quand même grand. Mais il faut cette victoire-là pour se remettre en confiance, surtout quand on sait que Yannick Ferreira Carrasco a fait une Coupe du Monde tellement catastrophique avec la Belgique et ça, tout. Donc voilà, il faut essayer de se remobiliser, de déjà commencer par laisser la rouille de la Coupe du Monde et partir sur de nouvelles bases. On sait que l'Atlético, c'était pas du tout ça en championnat avant quand même la pause. Maintenant, il faut se relancer. La plupart des joueurs sont quand même partis dans les sélections. Ils ont encore laissé beaucoup d'énergie de l'autre côté. Je ne veux pas dire qu'ils sont allés à la pause ou sont allés en vacances, mais là, il faut quand même revenir. Et cette victoire-là, je crois que ça va faire du bien à Diego Simeone et sa bande, et pourquoi pas aller essayer de rebondir dans le championnat et faire comme ils l'ont toujours fait.
très important. On rappelle également la victoire de Séville, 3-0 sur la formation de Juventus Torremolinos. Bon, naturellement, ça devrait passer. Retafe également, qui va disputer, on pourra dire, les 16e de finale en gagnant face à Diocesano, 2-0. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour Retafe de Jeddah Konam. Ça a toujours été une bonne nouvelle quand vous gagnez, mais c'est quand vous perdez que c'est toujours difficile à concevoir. Mais la dernière fois pour Retafe, c'était très important de pouvoir gagner et de continuer la compétition. Et pour moi aussi, quand je veux mettre un mot sur Atlético de Madrid, ça a été un tout petit peu compliqué pour ce club-là, parce que Atlético a concédé d'abord l'ouverture de score avant que Yannick Ferreira Carrasco n'égalise et venir s'offrir un doublé dans cette rencontre-là. C'était important pour ces clubs, surtout ces clubs de la Liga, ces clubs de première division, de pouvoir se faire respecter. Et pour moi, le Real en sait quelque chose, la saison dernière. La coupe, souvent, c'est un piège. Ça a toujours été un piège. On se rappelle que Quevilly a une fois disputé la finale de la Coupe de France. Et donc, dans des compétitions comme ça, dans des matchs de coupe, c'est toujours compliqué pour les grandes équipes. Et la dernière fois, c'est pour moi, c'est toute logique que Atlético de Madrid s'est fait respecter dans cette rencontre-là, gagnant 3-1. Et Retafe aussi de son côté, avec Jeddah Konam toujours là, a apporté sa pierre à l'édifice du côté des Blues. Vous le dites, c'est quand même aussi une occasion pour les entraîneurs de toujours faire tourner leur effectif. Voilà, c'est important, puisqu'il y a beaucoup également qui étaient de la Coupe du Monde, justement, qui vont revenir à rincer, pour ne pas dire éreinter, pour le début, en tout cas sinon le retour à la compétition au niveau des clubs. L'actualité, nous rappelons que le 4 janvier, c'est-à-dire dans quelques jours seulement, on aura les 16e de finale avec l'entrée en lice des 4 clubs participant à la Super Coupe d'Espagne. On rappelle que désormais la mouture a changé du côté de l'Espagne. On prend seulement les 4 premiers au classement pour disputer cette compétition. Nous débouchons sur la Coupe de la Ligue et cette fois-ci nous sommes en Angleterre avec les 8e de finale et pas de petits matchs. On va s'intéresser d'abord au match de Manchester United sans Cristiano Ronaldo, on le rappelle, qui gagne 2-0 face à Burnley. Eriksen, qui a joué le mondial, tout comme Rashford également, ont permis à United de s'imposer. Oui, pour moi, Manchester United devrait gagner ce match-là face à Burnley la dernière fois. Et si un autre résultat venait à s'acquérir de ce côté, je crois que ça va encore faire jaser, surtout que Cristiano Ronaldo, entre-temps, a résilié son contrat avec les Red Devils. Cette équipe sera vraiment attendue, en tout cas pour la suite de la saison. Et pour moi, Eriksen, même si ce joueur lors de la Coupe du Monde a été en demi-teinte, ce n'est pas vraiment ça avec ses prestations. Et pourtant, il était bien en championnat avant d'aller au mondial. Pourtant, il était bien en championnat et l'équipe danoise même a été une déception lors de cette Coupe du Monde-là. Et il en a fait les frais également de ce côté. Mais pour ce match face à Burnley, c'était vraiment important, comme pour Atlético de Madrid ou encore Retafe du côté de l'Espagne. C'était important pour Manchester United de pouvoir gagner tout de suite, de se mettre en confiance. Parce que déjà, le 26, la Première Ligue, ce championnat, le lundi, le championnat reprend ses cours. Il faut continuer ou bien il faut recommencer par performer, il faut recommencer par gagner pour donner de la confiance à ce groupe-là. Quand on sait qu'il y a des joueurs qui... quand je veux parler de Rashford, par exemple, lors de la Coupe du Monde, il n'a pas été titulaire à tous les matchs, même s'il a marqué quelques buts. C'était important pour ces joueurs-là de pouvoir se mettre en confiance, de gagner cette confiance-là qu'ils ont. Le talent, il y en a déjà. Il va falloir continuer par travailler sur le terrain. C'est ce que cette équipe a pu faire la dernière fois. La dernière fois, et c'est bien réussi pour les Red Devils de certains Eric Ten Hag. On rappelle quelques scores avant de parler de City et de Liverpool. Leicester également a pris le dessus sur MK Dons, 3-0. Nottingham Forest a surclassé Blackburn, renverse sur le score de 4-1 avec des buts d'un certain Lingard, un ancien de United, et puis Aoni, qui est le fer de lance de cette équipe de Nottingham Forest. 1-0 pour Newcastle face à Bournemouth, 2-1 pour Southampton aux dépens de Lincoln City. Victoire également de Wolverhampton, 2-0 face à Gillingham. Et nous nous intéressons à Manchester City face à Liverpool. 5 buts à l'arrivée et Haaland qui est toujours au rendez-vous. Ben oui, c'est depuis là, je crois que l'homme a tout fait du côté pour Pep Guardiola.
Il a compris que quand même, il faut mettre ce garçon. Il avait fait il nous avait sorti quelques, je sais pas, quelques équipes, enfin, quelques combinaisons depuis un certain moment en laissant sur le banc Gabriel Jesus et Agüero par moment avant que le garçon le quitte. Mais je crois qu'avec Haaland aujourd'hui, la formule a complètement changé. C'est un garçon qui est tellement habile, très adroit devant le but, et quand il a les occasions, vous lui donnez deux occasions et demie, il vous met 3 buts. Donc du coup, je crois que Guardiola n'a plus raison aujourd'hui de nous inventer quoi que ce soit. D'accord. Il est obligé de composer avec le garçon, et il a encore prouvé. Et surtout que lui, il n'a pas été au mondial. Il n'a pas été à la Coupe du Monde. Je l'avais dit ici sur ce plateau, et c'est ce que j'ai regretté. Exactement. J'ai beaucoup plus regretté. J'aurais aimé le voir à cette Coupe du Monde. Il y a ces joueurs-là aussi qui sont un peu plus, qui ont péché de naître dans certains pays. Bon. Hein. Ça, il faut le dire. Mais ça ne dépend pas d'eux. Oui, ils n'ont pas le choix de toute façon. Mais on voilà. a le coup comme ça. Justement. Allons-y. Donc il faut dire quand même que c'est une belle équipe de Manchester City qui est sur une très très bonne lancée. Et voilà, ils ont fait une première partie de championnat très 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 bonne. Maintenant, je crois que ça va continuer. Les joueurs, ceux qui ont été à la Coupe du Monde, vont revenir. La plupart sont déjà là. Je crois qu'il y a Joao Cancelo qui a déjà commencé. Kevin De Bruyne et tout ça qui sont déjà là. Donc l'armada est là. Je crois que voilà, ça va dérouler maintenant. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à Liverpool. Ok, d'accord. Liverpool, je m'attendais à avoir un match un peu serré. Vous ne les voyez pas au niveau cette année? Je les vois beaucoup plus, un peu plus fatigués. Pas au niveau, non, je ne dirais pas. Ils sont quand même au niveau. C'est des joueurs de classe mondiale. C'est des professionnels. Question de profondeur de banc? Bien sûr aussi. D'accord. Et aussi, question de discours. J'ai comme l'impression qu'ils sont déjà habitués au discours de Jürgen Klopp. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de créativité, il n'y a plus, voilà, ce mot-là, je ne sais pas comment dire, l'étincelle là, quelque chose qu'il faut aller chercher de nouveau. Il y a encore donné plus de motivation voilà. à faire plus. Je crois qu'il faut maintenant penser à un changement. C'est ce qui va peut-être aider ce club de Liverpool à retrouver son élan d'antan. Quand il dit changement, vous pensez à Jürgen Klopp par hasard ou à d'autres joueurs selon vous? Même si on parle de joueurs là, je pense que c'est le Uruguayen Diaz. Nunez. Non, d'abord Diaz, Darwin Nunez, il est là, mais Diaz est blessé. Ah oui, le Colombien. Le Colombien est blessé et est indisponible pour plusieurs mois. Hein. Oui. Mais vous savez, je l'ai dit déjà en début de saison que ça a toujours été compliqué pour Jürgen Klopp lors de sa 7e année. 7e année, oui. Il a fait une année de trop. Une année de trop. Il a fait du côté de Mayence, du côté de Dortmund aussi. La 7e saison au niveau de Liverpool actuellement, c'est compliqué pour lui. Même si à certaines époques de la première partie de cette saison, il est revenu un tout petit peu avec certains résultats assez encourageants. Exact. Mais sur le terrain, on voit que ce n'est pas vraiment ça, on voit que ça ne va pas. Il a quand même perdu un fer de lance, à savoir Sadio Mané. C'est vrai que Sadio Mané n'était pas forcément le mais véritable... il impactait le jeu. Il avait assez d'impact sur le jeu. C'est grâce à Sadio Mané et Mohamed Salah était meilleur buteur. Oui, d'accord. Oui, il faut qu'elle ne serait pas d'accord avec vous. Hein. Il faut quand même le lui accorder parce que Sadio Mané, comme je le disais, c'est vrai, ce n'est pas un serial killer, mais c'est quelqu'un qui sait faire jouer. Et une valeur ajoutée. C'est quelqu'un qui sait faire jouer ses coéquipiers. Et lui-même, il arrive aussi à marquer des buts et à délivrer des passes décisives. Oui. Et pour moi, actuellement, je suis serein jusqu'à la fin de la saison du côté du bord de Liverpool. En tout cas, si je suis à leur place, on penserait aussi à changer les choses, même si quand vous dites les choses, vous voulez toucher du doigt quoi exactement? Surtout la tête de l'équipe. La tête de l'équipe, Jürgen Klopp. Même si ce coach-là a fait rêver les supporters du côté de la Mersey. En gagnant la Première Ligue et surtout la Ligue européenne des champions. Mais la Première Ligue, on vous dira qu'elle est beaucoup plus précieuse que la Ligue européenne des champions. Alors messieurs, on a parlé tout à l'heure des matchs des 8e de finale, les qualifiés pour les quarts qui vont se jouer à partir du 10 janvier 2023. On a déjà les
affiches, Manchester United face à Charlton, Southampton croisera Manchester City, Newcastle sera l'adversaire de Leicester et puis un intéressant match entre Nottingham Forest et Wolverhampton, en tout cas des clubs de la Première Ligue bien représentés au niveau de ces quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Messieurs, on se permet le générique de l'émission derrière. Nous parlons de l'actualité croustillante. Nous parlerons de la Première Ligue encore, même si, oui, il sera plus là pour justement arborer le maillot de Manchester United. Mais là, la réalité, elle est tout autre. Cristiano Ronaldo clap de fin avec Manchester United. On rappelle que voilà, il a fait quoi, 346 apparitions pour 145 buts à United. Avant de quitter, il émergeait à 29 millions d'euros par saison. Allez faire les calculs, s'il vous plaît. C'était ça son salaire lorsqu'il était de retour de United. Alors, messieurs, la question reste posée. On a eu des clubs comme Dortmund, Naples, l'Atlético de Madrid et encore Chelsea qui se sont intéressés à Cristiano Ronaldo. Mais à la fin, il n'y a pas eu de contrat signé. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'ils se sont vraiment intéressés? Est-ce qu'ils se sont vraiment manifestés? Est-ce qu'ils ont posé un contrat sur la table? Moi, je me pose beaucoup la question. Parce qu'après tout, ça ne reste que des spéculations. Voilà. Sinon, c'est toutes ces offres-là pour Cristiano Ronaldo, je crois qu'il va forcément choisir. Mais ce qui est sûr, ils ne sont pas capables de payer 29 millions d'euros par saison. Oui, mais si le monsieur lui-même il n'est pas aussi ouvert aujourd'hui, sincère envers lui-même et voir qu'il est en train de finir et essayer de revoir un peu voilà, ses ambitions en termes de salaire, je crois que lui-même il est un peu... Il se croit son toujours propre meilleur Satan. par rapport aux autres. Est-ce qu'il s'est déjà dit qu'il est meilleur que les autres? Je ne crois pas. Ben, il a toujours proclamé Oui. Non, qu'il est le meilleur. non. Allez-y. Être orgueilleux en tant que joueur et se dire que je suis le meilleur attaquant, ça ne veut pas dire que je me vois supérieur que les autres. D'accord. Non. C'est une motivation personnelle. Voilà, c'est quelqu'un Qu'est-ce qui a fait quitter Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid? C'est une affaire de salaire. Aujourd'hui, il se retrouve avec 29 millions d'euros du côté de Manchester United et il n'y a pas de club qui soit capable de lui payer ces frais-là aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Delanov, je vois aujourd'hui même encore hier, Edouard Mendy. Après Roméo. Même encore hier, le coach de l'Eintracht Francfort a dit que Cristiano Ronaldo leur a été offert. Mais malheureusement, cette masse salariale-là, ils ne pourront pas. D'accord. Et donc aujourd'hui, Cristiano Ronaldo doit véritablement se raviser et se dire que oui, peut-être, en tout cas, pas peut-être, il fait partie de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais actuellement, ses performances ne sont pas là. Il est vieux, entre griffes. Il a actuellement 37 ans. Oui, bon. Et je ne vois pas ce club-là qui pourra continuer autant d'argent, autant de sommes pour pouvoir s'offrir ses services. Même si Chelsea, aujourd'hui, avec Todd Boehly, même si il est un véritable richissime, sortir ce fonds-là pour pouvoir s'offrir les services de Cristiano Ronaldo, c'est vrai que ce club-là, en termes de performance, ils ont quand même besoin d'un joueur comme Cristiano Ronaldo pour pouvoir marquer des buts. Mais en tout cas, avec la crise économique que le monde sportif, en tout cas, a été victime sur ces dernières années, ça va être très compliqué pour Cristiano Ronaldo. Et il quitte l'Europe. Si ce n'est partir du côté du Qatar ou bien de l'Arabie Saoudite. Le fait qu'il quitte l'Europe, c'est-à-dire qu'il quitte un club européen et ne jouera pas la Ligue des Champions, c'est un événement ou un non-événement? Moi, je veux d'abord voir la signature avant de commencer par croire à cela. Selon les dernières informations, il aura un contrat béton du côté de l'Arabie Saoudite. On en parle tout à l'heure. Allez-y. Justement. Mais Cristiano Ronaldo quitter l'Europe, c'est un événement. C'est un événement. Déjà, le garçon, il a quitté la Première Ligue. Ça a fait, voilà, c'est vrai, la Première Ligue n'a pas basculé en tant que telle. Mais quand il a quitté la Liga, on a vu ce que ça a donné. On a vu tout de suite ce que ça a donné. Messi également qui a chuté un peu dans ses performances parce qu'il n'y a plus cette rivalité-là directe qui était entre les deux hommes. Maintenant, dire que Cristiano Ronaldo est finissant, dire que Cristiano Ronaldo est en déclin et tout ça, je suis pleinement d'accord. Okay. Mais après tout, il faut quand même se dire que c'est le troisième meilleur buteur de la Première Ligue la saison dernière. Oui, la saison il faut quand même dire que c'est le meilleur joueur de Manchester United. Le meilleur buteur en activité européenne des champions. Il faut quand même dire que
c'est toute une histoire qui suit ce garçon. Après tout, vous ne payez pas l'histoire, vous payez l'homme. Mais il est capable de toujours faire sortir son génie pour faire la différence à tout moment. La question que j'aimerais vous poser, messieurs, est-ce que vous vous attendiez à un tel départ de Cristiano Ronaldo? Non, moi non. De l'Europe? Personnellement, non. Et qu'il n'y aurait même pas un club capable de l'enrôler? C'est difficile à concevoir. Hein. C'est la raison même pour laquelle, quand vous voyez l'expression corporelle de Cristiano ces derniers temps, sans dire long. Parce que c'est quelqu'un qui, durant toute sa carrière, il s'est donné corps et âme. Partout où il est passé. Quand il a fait son premier passage du côté de Manchester United sous Sir Alex Ferguson, c'est quelqu'un qui ne triche pas, même si sous les devoirs défensifs, ce n'est pas aussi ça son point fort. Il sait jouer au ballon. On n'a jamais demandé ce travail-là aux joueurs comme lui. Hein. Il sait jouer au ballon, il sait marquer des buts, il sait faire soulever les publics. Foules, Et donc, c'est difficile pour ces genres de joueurs-là de pouvoir accepter la situation qu'ils traversent. Et surtout également pour ses fans de supporter une telle situation. Pour ses fans surtout. Et avec toute la fougue que ce monsieur a eu à donner, toute la joie que ce monsieur a eu à donner à tout ce monde-là, c'est compliqué pour tout le monde. Je ne veux quand même pas citer Julien dans l'été. Ils sont nombreux, très nombreux. Que je salue au passage. Et donc, c'est difficile. Hein? C'est difficile pour Cristiano Ronaldo et puis tous ses fans. On rappelle, messieurs, sur les dernières informations que nous avons, il y a un contrat record qui attend Cristiano Ronaldo du côté de Al Nasser. C'est en Arabie Saoudite. On nous évoque la somme de 250 millions d'euros, s'il vous plaît. 250 millions d'euros par saison jusqu'en 2025, voire 2030. C'est Marca, le quotidien espagnol, qui lâche l'information. C'est quand même surréaliste. Hein? C'est surréaliste. Si on se rend compte aujourd'hui que voilà, les pays 250 millions d'euros, c'est peut-être même le budget d'un club de football quelque part à travers le monde, quoi. Surtout en Europe. C'est le budget d'Angers. Allez chercher voir. Hein. Ah oui, voilà, justement. mais c'est-à-dire que si Cristiano Ronaldo accepte ce contrat-là, moi je me dis que bon, lui-même, il est conscient de quelque chose. C'est bon, voilà, c'est peut-être pour aller chercher l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Lionel Messi qui va forcément prolonger, je crois qu'on va en parler, qui va prolonger, qui sera à 110 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, Cristiano a plus de 200 millions d'euros. Aller chercher du côté de l'Arabie Saoudite un championnat qui n'est même pas sur les chaînes YouTube qu'on peut même pas voir. Peut-être qu'aller chercher des séquences de vidéos pour voir ses performances. Moi je préférerais peut-être qu'il aille en MLS. D'accord. Au moins ça. Une compétition visible, médiatisée. C'est vrai qu'il ne mérite pas de quitter l'Europe, mais au moins en MLS on se dit c'est le début de la fin. Quand même. Mais là c'est complètement aller chercher l'argent. Ce qui ne. J'aime votre complètement. Il ne fera pas un retour. Non, voilà, c'est fini. C'est la mort. On a vu quand même Del Piero qui était parti en Inde entre-temps. Exactement. On a vu comment ces joueurs-là sont partis. Mais là, on sait que au moins sur le plan au haut niveau, ils ne sont plus existants. Donc on a compris que vous êtes partis vous reposer. Si Cristiano aujourd'hui nous donne l'impression qu'il va aller se reposer, alors il n'aurait pas fait tout ce bruit-là à la Coupe du Monde. Autour de la sélection et surtout du côté de Manchester United, beaucoup auraient aimé une fin idyllique, simple et puis assez élégante, mais ça n'a pas été le cas. C'est aussi un humain, vous dira quelqu'un. L'Arabie Saoudite, toujours selon Marca, nous informe comme quoi le pays voudrait lui confier le rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2030, puisque l'Arabie Saoudite a envie d'organiser le Mondial 2030 avec l'Égypte et la Grèce. Mais au même moment, en 2030, le Portugal se positionne, tout comme l'Espagne et l'Ukraine. C'est un élément également à prendre au sérieux là. Il se trouve juste dans un dilemme entre le marteau et l'enclume. Est-ce qu'il va préférer l'Arabie Saoudite et l'argent qu'à sa nation? Cette nation-là qui lui a tout donné, cette nation avec laquelle il a eu même à rapporter l'euro. L'euro, exactement. On attend de voir. Cette nation à qui il a tout donné? Si aujourd'hui des sondages nous disent que le peuple... Vous voyez la chose de façon différente. Le verre à moitié plein. Pour moi, je ne peux quand même pas dire tout de suite que Cristiano a tout donné à sa nation. C'est vrai qu'en termes de performance sur le terrain, il a tout donné sur le terrain. Il ne va rien prouver aux Portugais. Mais je crois aussi que c'est sa nation. Il a été formé au Portugal. Et il a fait ses premiers pas en tant que footballeur professionnel au Portugal. Exactement. Et pour moi,
moi, même s'il a connu son apogée du côté du Real Madrid, c'est le Portugal qui l'a façonné, c'est le Portugal qui lui a ouvert le monde du football professionnel et donc il lui doit encore cela. Et je ne pense pas que Cristiano Ronaldo va opter pour l'Arabie Saoudite et l'argent au détriment du Portugal. En tout cas, ça c'est mon humble avis. En tout cas, on respecte votre avis de la neuf à Tikporoud. On rappelle que oui, cette information pour l'instant n'est pas suffisamment confirmée. On attend de voir dans les heures à venir ce qu'il en sera de ce contrat record de Cristiano Ronaldo avec l'Arabie Saoudite. Le club d'Al Nasser avec la bagatelle de 250 millions d'euros par saison, s'il vous plaît. Voilà qui est dit. Messieurs, on parle d'un autre joueur qui semblerait être en partance du côté du Real Madrid. Il s'agit d'Eden Hazard, 31 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024. Mais selon les dernières infos, Florentino Pérez n'a plus envie de voir le joueur parce que d'abord, sur les 3 dernières saisons, Eden Hazard a joué que 71 matchs, toutes compétitions confondues, et a marqué que 7 petits buts. Et il émarge à 600 000 euros par semaine, le joueur le mieux payé du Real Madrid. Il a raison de le laisser partir? Ah oui, on a vu, on connaît très bien Don Florentino Pérez. Quand il est fan de toi, quand il te cherche, quand il te veut, il fait tout pour t'avoir, et quand il te veut pas, il fait tout pour te faire sortir. Il a fait avec Cristiano Ronaldo. Ouais, il a fait avec Cristiano Ronaldo, il a fait avec Gareth Bale et tout ça. Donc il y a beaucoup d'exemples à citer dans ce cas. Donc Florentino, moi je crois que Eden Hazard, c'est vraiment un gâchis. Un flop? Oui, c'est un flop. C'est un flop total. S'il y en a plus fort que flop, je crois qu'on peut le dire. Et Eden Hazard, c'est un flop total. Moi je faisais partie de ceux-là qui étaient, bon, je ne dirais pas fiers. Je ne vais pas montrer mon côté madrilène ici sur ce plateau. Mais je fais partie de ceux-là qui voient en Eden Hazard celui-là qui mérite bien ce maillot-là. Celui-là qui mérite d'aller sur Real Madrid. Parce que je sais que c'est là où... J'ai vu comment Zidane le voulait à tout prix. Zidane le voulait parce que voilà, il était celui-là qui inspirait beaucoup de choses. Même à Chelsea, il était insaisissable. C'était un joueur formidable. Tellement. Mais comment comprendre tout de suite cette chute-là à lui seul qui était allé donner même l'Europa League à Chelsea avant de venir au Real Madrid. Il a coûté 110 millions d'euros. 110 millions d'euros. Le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid, même si on ne le clame pas haut et fort. Voilà. Donc du coup, c'était un peu... quand même, il y a eu des blessures qui sont passées par là, mais après tout... Une hygiène de vie également pas forcément au rendez-vous. Voilà, Eden Hazard qui était tellement, je ne sais pas, en surpoids avant de démarrer une saison et tout. Je me dis, ce garçon, franchement, c'est comme si il est venu en vacances au côté de Madrid, si on connaît l'exigence un peu de ce club. Donc aujourd'hui, si Florentino Pérez veut le pousser dehors, je crois que le monsieur, il a raison. Après tout, c'est un businessman lui aussi. C'est quelqu'un qui n'aime pas surtout perdre beaucoup d'argent. On a vu comment il a fait avec M. Tozil, qu'il a poussé à la dernière seconde du mercato en recrutant Francisco Isco et tout ça. Donc je me dis, Eden Hazard ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Si aujourd'hui, quand même, il peut se réjouir d'avoir gagné la Ligue des Champions, d'avoir gagné le championnat avec le Real Madrid, il n'a pas été quand même à la hauteur de tout ce qu'on attendait de lui. On rappelle qu'il a également annoncé sa retraite internationale avec les Diables Rouges juste après le fiasco Qatar 2022. Eden Hazard, 31 ans. Et sur les dernières infos également, le mercato hivernal de janvier, il semble que la Juventus se positionne pour proposer une offre au Real Madrid pour récupérer Eden Hazard. Pour moi, il va falloir tourner la page. Eden Hazard du côté du Real Madrid, c'est très important pour les deux parties, surtout pour le joueur, pour pouvoir aller découvrir autre chose. Parce que depuis le début de sa carrière en 2007, on a vu que c'est un joueur qui ne se blesse pas assez. Depuis Lille, en passant par Chelsea. C'est un joueur qui joue pratiquement plus de 30 matchs par saison. Et depuis qu'il est arrivé du côté de Real Madrid, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les blessures contre Dortmund. Ici et là, des blessures. Il revient à l'entraînement. A-t-il pensé qu'il était déjà bon, c'est bon, on ne fait plus d'efforts
il a toujours été un joueur paresseux quand il faut aller travailler son physique. Parce que déjà, Samuel Eto'o l'a dénoncé il y a quelques années que Eden Hazard, c'est un joueur formidable. C'est un très bon joueur, mais c'est quelqu'un qui est très paresseux, qui ne veut pas s'entraîner. Et il n'est pas exigeant avec lui-même. Il n'est pas exigeant avec lui-même. C'est ce que Samuel Eto'o avait dit. Aujourd'hui, le président de la FECAFOOT aura raison de lui. Aura raison de lui, parce que quand on voit depuis 3 ans qu'il est arrivé du côté du Real Madrid, 71 matchs et plus 7 buts marqués, c'est assez énigmatique pour Eden Hazard. Quand on connaît la qualité du joueur, il aurait apporté beaucoup plus à cette escouade-là sans les blessures, mais malheureusement, les blessures ont décidé autrement pour sa carrière du côté de Real Madrid. Et s'il va du côté de la Juventus de Turin, je crois qu'il sera quand même une plus-value pour la vieille dame. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'à la Juve, on travaille beaucoup. Il faut qu'il garde ça. Ça me rappelle une anecdote de Thierry Henry dans les années 90, lorsqu'il était allé du côté de la Juve. Les débuts d'entraînement étaient vraiment un calvaire. Il a dit, c'est incroyable. On ne peut pas travailler autant en Italie et surtout à la Juventus. À l'époque, il y avait un certain Zinedine Zidane dans le groupe et c'est lui qui l'a aidé enfin à pouvoir s'intégrer. Il y avait Zidane et puis David Trezeguet à l'époque. Oui, en Italie, ça bosse énormément. Ça ne badine pas avec le travail physique. Messieurs, on va s'intéresser à un autre sujet également d'actualité dans cette émission Plateau Foot Europe. Et là, nous nous intéressons à Lionel Andrés Messi, le champion du monde argentin avec le Paris Saint-Germain. Oui, et là, on nous parle d'un accord verbal entre les deux parties. Une rallonge d'1 an avec le club francilien. C'est une bonne nouvelle? Pour les deux parties. Ah, d'accord. Pour les deux parties, c'est vrai que Lionel Andrés Messi, c'est quelqu'un qui, avant de venir en France, on disait que il n'a pas sa place véritablement là-bas. Qu'est-ce qu'il ira faire? Il va marquer 50 buts par saison. Il va faire ceci, il va faire cela. Quelqu'un me disait la dernière fois que jusqu'à présent, elle n'arrive pas à croire que oui, Lionel Messi joue en Ligue 1. Pour lui, c'est incroyable. Mais il va falloir se réaliser tout de suite à la réalité. Et donc, c'est aussi ça. Hein, c'est aussi ça la vie d'un humain. Il faut savoir prendre des décisions pour surprendre les gens. Oui. Et Lionel Messi, quand il allait quitter le Football Club Barcelone, on sentait ça venir que la destination c'était soit le PSG, soit Manchester City. Et arrivé à un moment, il a fait son choix de rallier le club de la capitale. Et aujourd'hui, il est libre de pouvoir prolonger ou pas du côté. Et il semble que la famille également s'y sent bien. Selon les dernières infos. Paris, c'est une très belle ville. C'est pas moi qui vous l'apprends. N'est-ce pas? Avec la Tour Eiffel et tout, une très belle vue les soirs. Oui. Et je crois que cette famille-là se plaît aujourd'hui du côté de Paris. Et c'est tout naturellement que la famille Messi veuille aujourd'hui prolonger son contrat avec le PSG. Parce que aussi, quand il est arrivé, il a eu cette chance-là aussi de pouvoir gagner la Coupe du Monde. Exactement. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et donc, aujourd'hui, face à des Français. Face à des Français. C'est pas évident. Et on rappelle qu'il y avait 2 clubs qui étaient à l'affût de Lionel Andrés Messi, et l'Inter Miami en MLS et puis le Barça naturellement qui guettait peut-être un probable retour, puisque c'est devenu presque une chanson au niveau de la Catalogne d'espérer revoir un certain Lionel Andrés Messi arborer le maillot catalan. Messieurs, la dernière info également, c'est que Messi aurait souhaité ramener la coupe, le trophée au Parc des Princes pour fêter cette Coupe du Monde là. Mais attention, c'est face à des supporters français, y compris Kylian Mbappé. Oui, mais après tout, on s'est rendu compte finalement que la Coupe du Monde, ce n'est pas pour l'Argentine, mais c'est pour Messi. Ah voilà. Ouais, c'est pour Lionel Messi. Donc aujourd'hui, il en fait ce qu'il veut. S'il veut le ramener, Lionel Messi. Pour l'instant, il n'a pas encore reçu d'accord. Voilà. C'est des négociations. Et puis, en Afrique. Est-ce que côté éthique, c'est bon si on se rend compte quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? On était fiers quand même que Yaya Touré ramène la Ligue des Champions en Afrique ici. Quand même. C'est vrai. Il est venu le présenter. Avec le président Gbagbo à l'époque. Voilà, vous voyez. Donc pourquoi si le joueur. S'il était Ballon d'Or,
il allait l'amener quand même au Parc des Princes et le montrer. Oui. Voilà, c'est un trophée qui manquait à son palmarès. Ce qui fait parler, c'est qu'il a gagné quand même face à la France. Face à l'équipe de France. Ouais, mais ça, c'est pas un pays dans lequel il va présenter ce trophée. C'est un paramètre important. C'est pas le plus important. C'est comme si aujourd'hui les Français craignent aussi qu'il y ait une crise au sein du PSG par rapport à ça. Roméo, si par exemple Messi arrive avec la Coupe du Monde, le trophée en main, Kylian Mbappé à côté, vous voyez quelle image Non, moi je pense que c'est des grands joueurs. Après tout, à part peut-être Neymar qui se joue un peu le petit garçon et tout ça. Kylian Mbappé aujourd'hui, il vient à peine de finir la Coupe du Monde et déjà il est à l'entraînement avec eux. Ça montre déjà le degré de maturité de ce garçon. Bon, voilà. Vous pensez qu'il ne va pas faire des manières? Non, moi je ne pense pas qu'il y aurait. Et le public parisien dans tout ça? Ben moi, je crains plutôt le public. Parce qu'on sait à une certaine époque aussi, Lionel Andrés Messi, surtout la saison passée, quand les performances n'étaient pas là, on a demandé que Lionel Andrés Messi puisse passer quelque temps sur le banc. Voilà. Donc, face à ce public-là, je me dis que ça va être un peu compliqué. N'est-ce pas? Mais vis-à-vis de certains joueurs, comme Kylian Mbappé, dans les vestiaires comme Presnel Kimpembe, en fait, les Français entre guillemets. Les Français entre guillemets du côté du PSG, j'ose bien croire que ce sont quand même de grands esprits, n'est-ce pas? Et ils vont passer l'éponge sur ça. Vous rejoignez Roméo. Je rejoins Roméo sur ce point-là, mais c'est le public, ça nous rappelle un peu l'histoire de Mohamed Salah et Sadio Mané. Lorsque l'un a gagné la CAN, on se posait la question, est-ce qu'il va le célébrer avec son club de Liverpool et tout, mais comme vous l'avez dit, ce sont des grands esprits, et que le fair play règne, on attend de voir parce que la prochaine journée en Ligue 1, ce sera à partir du mercredi. On sait très bien que le Paris Saint-Germain va jouer contre Strasbourg. Oui, Neymar serait déjà présent pour jouer ce match, tout comme Kylian Mbappé. Pour l'instant, Lionel Messi est en vacances avec l'Albi Céleste. Oui, mais s'il faut rebondir quand même sur la signature de Lionel Messi, moi je dirais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très important pour lui. Il doit forcément le faire. Vous parlez de la prolongation? Oui. S'il faut quand même. Un an, c'est bon? Oui, un an, c'est bon. Parce que déjà, vous voyez, la saison dernière, c'était pas le Lionel Messi qu'on connaissait. Mais cette année, il est en forme. Cette année, il est très, très en forme. Juste à voir ses statistiques, je crois que c'est 19 matchs et puis 12 ou 13 buts, 14 passes décisives. C'est tellement grand. Le défi pour Lionel Messi aujourd'hui, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. S'il ne le fait pas, c'est un échec. Alors que Lionel Messi n'aime pas qu'on lui colle cette étiquette-là. Donc je crois qu'il a quand même envie de prolonger son contrat pour aller chercher tous ces trophées-là, tout ce qu'on attend de lui répondre et puis quitter dignement la capitale française. Surtout en 2024. Et sur cet aspect où aller chercher la Ligue européenne des champions, moi je pense qu'aujourd'hui, Lionel Andrés Messi a été déchargé de l'un de ses plus gros fardeaux de toute sa carrière. Mais là, nous parlons du défi parisien. Gagner la Coupe du Monde. D'accord. On sait qu'il a fait avec sa sélection. Mais là, nous parlons du défi parisien. Oui, et c'était un gros fardeau pour lui d'aller gagner la Coupe du Monde. On sait combien de fois le lutin argentin a été comparé à Maradona. Et un an après, juste un an après sa mort, on a vu qu'il a eu à le faire. Il a fait. Maintenant, le défi parisien. Est-ce que les journalistes français vont le laisser tranquille? Je pense aujourd'hui que tout dépend de Lionel Andrés Messi pour aller chercher la Ligue européenne des champions avec le PSG, même si je sais que ça va être très compliqué. Surtout qu'en face, il y a un certain FC Hollywood, le Bayern de Munich en huitième de finale. Alors, sans Sadio Mané, bien sûr. Bon, ça aussi c'est un cas. Probablement. On aura le temps d'en reparler très très bientôt. La Ligue européenne des champions avec des affiches croustillantes en huitième de finale. Nous poursuivons toujours notre aventure avec des intéressantes joutes verbales avec Roméo Mileko et puis Delanov Atikoun. Nous nous intéressons désormais au rachat de l'Olympique lyonnais. Oui, la nouvelle, entre-temps, était tombée et après sa rebelote, on se dit non, c'est pas encore fait. Et il y a quelques jours, John Textor est le nouveau patron de l'Olympique lyonnais. Il a déboursé la bagatelle de 800 millions d'euros pour être actionnaire majoritaire du groupe OL. On parle de ce rachat-là après l'Olympique de Marseille avec Frank McCourt. Voilà un autre Américain dans le football français. Ah oui. Quel commentaire?
Moi, je dirais que déjà, moi, quand j'ai vu l'interview de Textor, il dit qu'il n'est pas venu pour se faire de la fortune, pour se faire de l'argent. Je ne veux pas bâtir un empire. Moi, je suis un amoureux de football. Ouais, ben ça c'est du folklore. Faut pas que les gens nous mentent. Vous ne le croyez pas. Ah non. Faut pas que les gens nous mentent. Il peut pas investir et ne pas chercher à avoir un retour sur son investissement et tout ça. Aujourd'hui, on voit combien de fois Makout il est tellement énervé. Voilà. Et avec tout ce qui se passe avec Tudor et tout ça. Exact. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse un peu dans ce rachat-là de l'Olympique lyonnais. Oui. C'est qu'au moins Jean-Michel Aulas va toujours assumer la présidence pendant encore au moins 3 ans. D'accord. Avant de céder sa place. Pour vous, c'est un élément important. Oui, c'est un élément très important. Parce que ce monsieur, après quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi. Oui. Investissement humain, oui, mais après tout, en termes de management, en termes de vous, communication, voilà, au club. Il est tellement présent, c'est quelqu'un qui est toujours là. S'il faut pas trop présent aussi. Trop présent, pas comme Macron. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. Hein. Oui, voilà. Et puis c'est ce que j'aime. Même sur les réseaux sociaux, il est toujours présent. C'est ce que j'aime chez lui. Florentino Pérez. N'est-ce pas? Oui. C'est un businessman. C'est un businessman, c'est quelqu'un qui s'est influencé aussi. Oui. Et pour moi, pour ces 3 prochaines années qu'il aura encore à garder la main pour la présidence, je crois que c'est une très bonne chose déjà pour le groupe américain qui est là. D'accord. Pour John Tester surtout, parce qu'il va falloir faire cette passation-là, lui donner tous les dossiers, lui montrer les rouages. Les rouages de ce club-là, comment fonctionne le club. C'est vrai que Textor n'est pas aussi... truc là en matière de football. C'est pas un spécialiste. Ce n'est pas un spécialiste en matière de football. Il est beaucoup plus dans tout ce qui est vidéo virtuelle et tout au niveau de Hollywood. Ils ont un club aussi, NFL. Oui, aux États-Unis. Il est également actionnaire majoritaire de Botafogo et actionnaire de Crystal Palace en première ligue. Et donc, ce n'est pas forcément un novice en matière de football que je voulais dire. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai, il connaît Botafogo au Brésil. Il connaît Crystal Palace du côté de l'Angleterre, mais le football français aussi, c'est une autre étape. Avec un contexte différent. Avec un contexte différent. On sait très bien ce qui se passe du côté des hooligans lyonnais. On connaît tout ça. Et donc, il va falloir prendre assez de temps pour faire la passation de ces dossiers-là et pour planer tranquillement dans la piscine de l'Olympique lyonnais. Je voudrais poser la question, messieurs, à vous deux. C'est quoi l'impact, le fait que Textor ait racheté le club? Qu'est-ce que vous voyez tout de suite qui va changer? Alors moi, je crois que déjà, en termes je veux parler sur le plan sportif au fait. D'accord. Voilà, je crois que là maintenant, on n'est quand même pas parti pour aller concurrencer le Paris Saint-Germain. Okay. Ça non, il faut pas se mettre ça en tête. Bon, pas pour le moment. Pas pour le moment. Voilà, pas pour le moment. Parce que Jean-Michel Aulas même l'a dit. Il dit il y a un changement, mais aussi la volonté de continuer l'aventure avec de nouveaux moyens et de nouvelles idées. D'accord. Je crois que maintenant, déjà si la saison dernière, on s'est mis à ramener les anciens joueurs, Lacazette, Tolisso et tout ça et autres. Maintenant, je crois que le recrutement va suivre derrière. Voilà. Déjà, on est en train de penser s'il faut toujours continuer avec Laurent Blanc, s'il faut aller chercher quelqu'un d'autre et tout ça. Je crois que là, maintenant, on va essayer d'asseoir un Olympique lyonnais qu'on a connu dans les années 2000 jusqu'aux années 2010. 7 titres consécutifs. Ça, c'est du jamais vu, c'est un record. on va essayer progressivement de retrouver ce Lyon-là et après maintenant voir s'il faut aller chercher l'Europe et pourquoi pas redevenir un grand club en France comme l'était à l'époque de Ginino et Mamadou Diarra et Sien et tout ça. Et Sonny Anderson, pourquoi pas. Vous voyez enfin la santé économique du club être au bon point? Il le faut parce que depuis que Covid est arrivé... Vous avez parlé tout à l'heure de la situation compliquée grâce à Covid. Justement, et l'Olympique lyonnais actuellement a une dette de 331 millions d'euros. C'est énorme. Et aujourd'hui, avec le rachat de John Tester par l'Olympique, il faut éponger tout ça là. Et je crois que c'est la meilleure des manières pour Aulas aussi
sur les 3 prochaines années, essayer d'éponger toutes ces dettes-là et recommencer maintenant par injecter assez de sommes dans ce club-là pour avoir des résultats surtout. Et ils ont commencé par le faire. La signature ou bien la vente de ce club-là devait normalement se faire déjà fin septembre. Et ça n'a pas eu lieu. Et donc aujourd'hui, ils ont quand même commencé par ramener des joueurs expérimentés, des anciens Lacazette, Tolisso, même si Boateng n'est plus aussi ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de reconstruire un projet. Il faut éponger les dettes d'abord, commencer par faire de nouvelles recrues afin de redonner encore une nouvelle vie, une nouvelle image à cet Olympique lyonnais qu'on connaît entre-temps, qui éliminait toujours le Real Madrid. Ce que les filles ont déjà commencé par faire. Hein. Voilà, du côté à leur lyonnais, niveau, il n'y a rien à dire. Hein. Elles sont intouchables en matière de Ligue européenne des championnes. En tout cas, l'Olympique. Mais le Paris Saint-Germain aussi commence par venir. Avec elle est en train d'arriver. Une superbe joueuse également, cette Kadidiatou Diani. Messieurs, le dernier sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est le cas Karim Benzema avec l'équipe de France. C'est une situation assez surréaliste. Benzema qui, la dernière fois, a tout simplement annoncé sa retraite internationale. Ce qui est quand même assez bizarre, c'est que derrière, on n'a pas vu la réaction de Didier Deschamps. Même si on lui avait posé la question lorsque Karim Benzema était blessé lors de cette Coupe du Monde. Karim blessé, il n'a pas changé, il n'a pas du tout voulu prendre un autre joueur. Écoutez, en substance, la réponse de Didier Deschamps. Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé. Moi, ce que je vais vous préciser un petit peu, moi j'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie, bien évidemment. Depuis le début de la compétition, le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez après le premier match. Depuis ce moment-là, j'ai 24 joueurs. Je ne m'occupe pas des invitations des joueurs, anciens joueurs qui sont là ou des joueurs blessés. Il y en a qui seront là, ils ne seront pas là, je ne sais pas. Didier Deschamps, c'est sa voix, vous le reconnaissez, en tout cas c'est le sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012. Messieurs, il y a un tweet qui était partagé il y a 2, 3, 4 jours. Le médecin de l'équipe de France atterrit dans la salle, ou dans la chambre de Karim Benzema, accompagné de Didier Deschamps, et il lui dit, Karim, c'est bon, on a eu les examens de ta blessure, il faut que tu partes. Et devant Didier Deschamps, ce dernier n'a même pas dit un seul mot à l'endroit de Karim. Et on a vu la situation dans laquelle Karim Benzema a quitté l'hôtel où se trouvait l'équipe de France et est rentré à Madrid. Sans même dire au revoir à ses partenaires, je crois qu'il est parti. Comment vous expliquez tout ça? Oui, moi je dirais tout simplement que Didier Deschamps, il est malhonnête. Bien sûr qu'il est malhonnête. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire après que Benzema soit revenu en équipe de France? Qu'est-ce qu'il va dire? Ça montre combien de fois ça n'a pas été sa volonté, son envie. C'est pas quelque chose que lui-même il a cherché. Pourtant, le joueur serait presque apte au moins à jouer les 8e de finale si la France allait loin. Bien sûr. Selon les examens du médecin de l'équipe du club du Real Madrid. Voilà. Aujourd'hui, moi je dirais tout simplement que Didier Deschamps, il sait jouer. Il sait jouer de ce garçon-là qui est Karim Benzema, qui a voulu tout donner, qui a toujours gardé cet amour-là pour la France dans son cœur. Il a quand même reconnu les erreurs, tout ce qu'il avait fait comme bêtises dans les années antérieures. Il a dit dans son tweet et tout. Moi, je dirais tout simplement que Didier Deschamps n'a pas été honnête. Il n'a pas été aussi professionnel, il n'a pas été aussi ce grand frère-là, ce papa-là qu'il pouvait être pour Karim Benzema, l'amener à la raison, discuter avec lui d'homme à homme. Ça montre qu'il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas tout simplement. Il ne l'aime pas. Il a manigancé tout ça là pour juste faire partie parce que, il y aurait certains cadres qui n'aiment pas la tête de Karim Benzema. Hugo Lloris, Antoine Griezmann. C'est selon toujours des sources proches de l'équipe de France. Hein. Quelle interprétation vous faites de cette situation? Pour cette affaire, je crois que le retour de Karim Benzema en sélection, ça a été un tout petit peu forcé du côté de Didier Deschamps. Parce que quand on voit le traitement que... Forcé par lui-même ou on lui a forcé la main? Je crois qu'on lui a forcé la main. Parce que Didier Deschamps l'a dit maintes fois qu'il ne va jamais rappeler Karim Benzema. Et je ne sais pas ce qui s'est passé d'un jour au lendemain. Le monsieur se lève pour dire qu'il aurait besoin de ce joueur-là. C'est vrai qu'à cette époque-là aussi, les performances de Karim Benzema plaidaient pour
pour lui. Exactement. Et toute la France était au courant. Et toute la France était au courant. Et je crois que c'est à cette époque-là, il va falloir faire le lobbying aussi pour Karim Benzema pour aller chercher le Ballon d'Or. Raison pour laquelle ce retour a été acté du côté par Didier Deschamps. Dès là, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Karim était-il obligé d'accepter le retour en équipe de France? Pour moi aussi, ça a été une petite erreur de sa part. Est-ce que sans l'équipe de France, est-ce que Karim Benzema ne pouvait pas gagner ce Ballon d'Or là? Il a gagné sans l'équipe de France. Point d'interrogation. Il a gagné le Ballon d'Or sans l'équipe de France. Il était revenu bien avant. Oui. Il était mais les performances n'étaient pas en équipe de France. Il a gagné le Ballon d'Or. Il a gagné la Ligue des Nations avec. Vous pensez que ça a pesé? À part le trophée de la Ligue européenne des champions. À part le trophée de la Ligue européenne des champions, il y a aussi ses performances qu'il a eu à faire lors du Final Four en Ligue des Nations. Il a été buteur lors de la finale face à l'Espagne. Un très beau but d'ailleurs. Et pour moi, ça a joué un tout petit peu. Raison pour laquelle je me pose la question, est-ce que sans l'équipe de France ou bien sans l'équipe nationale, est-ce qu'un joueur ne pourrait pas gagner un Ballon d'Or? Point d'interrogation. Et donc, avec tout ce qui s'est passé avec Karim Benzema, vous pensez qu'il est aussi responsable de cette situation? En partie, oui. Mais est-ce qu'il avait le choix? C'est la question aussi. Pour moi, il n'avait pas le choix. S'il fallait forcément passer par l'équipe de France ou bien avec l'équipe nationale avant de remporter le Ballon d'Or, avant de faire ce lobbying-là pour aller gagner le Ballon d'Or, il n'avait pas le choix. Mais il y avait un cas, avant que nous continuions, le cas Rabiot à une certaine époque, entre guillemets surnommé les coiffeurs. On l'avait demandé de venir en équipe de France, mais il a dit niet qu'il ne sera pas là. Mais le problème avec Rabiot, c'est parce qu'aujourd'hui, Didier Deschamps n'a pas de milieu qui performe. Il est obligé. Il est obligé de faire avec Rabiot. Aujourd'hui, Karim Benzema n'était pas à la Coupe du Monde, mais on a vu Griezmann, on a vu Olivier Giroud, qui Mbappé, en 2018 n'avait pas marqué le moins de buts, mais la France a gagné la Coupe du Monde. Mais sans lui, aujourd'hui, Olivier Giroud a marqué, Mbappé en a marqué, il a fini même meilleur buteur de la Coupe du Monde. Mais le mondial n'était pas là, la coupe n'était pas là. Et donc aujourd'hui, pour cette affaire, je crois tout simplement que à un certain niveau, on lui a forcé un tout petit peu la main, mais comment prendre pour faire? Il va falloir faire avec. Le vin, il est déjà tiré, il faut le boire. Karim Benzema est parti. Il a même annoncé pour une deuxième fois la fin de sa carrière. C'est comme quelqu'un dans sa 4. Je ne donne pas le nom. 3 points de suspension. Il y a également cette situation-là, parce qu'en semaine, on a eu l'information d'un certain Christophe Dugarry qui a totalement dézingué Didier Deschamps, et lui plaide pour l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Et pourtant, pour terminer, avant que vous nous continuiez, il y a monsieur Le Gret, le patron de la 3F, qui souhaite dans une semaine rencontrer Didier Deschamps, et sûrement on s'attend à une prolongation. Lui-même, il est déjà... je crois que Deschamps lui-même, il est parti pour prolonger. On rappelle que Christophe Dugarry est champion du monde 98. Avec Didier Deschamps, bien sûr. Et Zinedine Zidane. Et tout ça là. Bon, voilà, il y a certaines mauvaises langues qui disent que Zidane a envoyé ses émissaires pour aller plaider pour sa cause et dézinguer Didier Deschamps, tout ça. Moi, je ne crois pas. Zidane, c'est l'homme le plus propre. Vous pensez que l'action de Dugarry est isolée, Moi, j'ai lu l'interview. De toute façon, la façon dont également il a rebondi sur la question, c'est ce qui m'a un peu étonné, parce qu'on ne lui a même pas posé la question à savoir qui il voit mieux, tout ça. Vous savez, on posait la question par rapport à la finale. Il n'était pas du tout d'accord par rapport aux 80 premières minutes de l'équipe de France. Et voilà. Là, je partageais son avis et tout, mais quand il a sauté sur la question Zidane, parce que bon, si pour lui ça aurait été le meilleur choix, parce qu'on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et l'a gardé pour soi. Vous pensez qu'il a été bouleversé? Oui, il a été bouleversé. Il a dit qu'il a donné sa pensée, bien sûr, mais il a été un peu mal compris. Exactement. Vous voyez un peu, et tout ça. Donc, moi, je me dis quand même qu'il a raison, parce qu'il a donné son avis, parce que moi aussi, aujourd'hui, si on me posait la question, je dirais voilà, que Didier Deschamps doit quand même partir à la tête de cette sélection. Vous voyez, prenez toutes les sélections. Aujourd'hui, quel entraîneur peut rater la Coupe du Monde, la finale d'une Coupe du Monde, avec les 80
les 80 minutes pourries Oui. et encore avoir un contrat de prolongation sur sa table. D'accord. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Je ne vois pas. Fernando Santos est parti. On parle également de qui là? Roberto Martinez, Martinez, Tite. tous ces entraîneurs-là sont partis. Bon, et peut-être que le aujourd'hui, Gret et les Deschamps, c'est une histoire d'amour voilà, impérissable. Il y a quand en même, tout cas, en attendant de voir. il y a quand même des statistiques qui parlent en sa faveur. Oui. Je crois qu'il a fait 2 finales sur 3 possibles. Vous quelque chose parlez comme ça. de Didier Deschamps? Oui, Didier Deschamps. Il a fait la finale de l'Euro 2016. Exactement. Et tout ça. Là, il a gagné la Ligue des Nations et tout. Je crois quand même qu'aujourd'hui, en termes de performance, en termes de résultats, voilà, c'est positif. C'est quand même mieux que Laurent Blanc. Mais en termes de jeu produit sur le terrain. Pour vous, c'est pas l'homme idéal. Non, pour moi, c'est complètement on va vous haché. lire en tout cas la déclaration de Noël Le Gret, le patron de la 3F, qui dit par rapport à la sortie de Karim Benzema, de ne plus être en équipe de France, il dit je n'ai pas été surpris parce qu'il n'a pas joué ce mondial et il a probablement l'intention de se concentrer à 100% à son club après plusieurs blessures. La malhonnêteté. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à la Coupe du Monde, ils étaient au courant. Ils étaient au courant de tout. Oui. Et aujourd'hui, cette sortie montre suffisamment que ce n'est plus une surprise pour qui que ce soit, de savoir que c'était véritablement, pour moi, un lobbying, revenir en équipe de France pour pouvoir aller chercher le Graal là, le Ballon d'Or et derrière. Oui. Pourquoi pas aller disputer la Coupe du Monde. Voilà. Même si à la fin, disputer cette Coupe du Monde-là pour Karim Benzema n'a pas eu lieu. La France, quoi qu'on dise, a disputé la finale. D'accord. Et pour moi, la vie continue. Ça ne suffit pas. Non. Là où moi, je ne suis pas d'accord avec Delanov, c'est quand il dit que c'est une erreur pour Benzema de revenir en équipe de France. D'accord. Non, mais ça n'a jamais été le choix de Benzema de quitter l'équipe de France. Mais vous voyez le contexte à l'époque, il devrait accepter forcément. Oui, il devait revenir parce que Benzema portait toujours. Même si le sélectionneur ne vous aime pas. Est-ce que déjà ça a montré que il ne vous aime pas? Parce qu'après tout, je crois que Benzema lui-même était venu en conférence de presse, il a dit qu'il a discuté. La réaction au mondial, quand le médecin de l'équipe vient annoncer un joueur qu'il doit quitter le groupe ou la sélection. Oui. Et pendant ce temps, le patron de la sélection ne dit absolument rien du tout. C'est là où je parle d'hypocrisie, c'est là où je parle de malhonnêteté, parce qu'après tout, je crois qu'avant que Benzema ne revienne en équipe de France, il y a eu une discussion entre le monsieur et puis Didier Deschamps. Mais est-ce que ça a été une discussion franche? Mais demandez à Karim Benzema aujourd'hui pourquoi il allait revenir. Demandez à Karim Benzema aujourd'hui s'il est content du traitement qu'il a eu vis-à-vis de Deschamps. Voilà. Il vous dira non. Et donc, par conséquent, on dira que c'était une erreur. C'est vrai qu'à l'époque, il était obligé, entre griffes, de pouvoir revenir. Mais en même temps, aujourd'hui, on se rend compte que c'était une erreur. Est-ce qu'il pouvait déjà sentir cette fin-là? Bon. Je crois pas. Point d'interrogation. Messieurs, ça a été intéressant. Merci beaucoup. Mon cher Dela, vous voulez rapidement saluer quelques personnes chères à vous? Les habitués, Sonou Kodio Marcelin, Roland Aziamblé. Et puis je vais saluer Nayo qui a eu toute la période de la Coupe du Monde à me saluer. D'accord. Bonjour à lui. C'est bien. Bonjour à lui. Un petit bonjour aussi à maman à la maison, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. C'est bien. Oui, mon cher Roland. Oui, monsieur Kamla, mon coiffeur, comme d'habitude. Naturellement. Voilà, il m'a encore vu quand je partais, on s'est fait bonjour. Ouais, c'est ça. Voilà, je salue également Maxime, Josué, Steven, Pascal, je salue également Judith. Oui. Bon, allez comprendre qui est Judith. Bon, voilà, point de suspension. On ne veut pas comprendre. Tout le monde. Nous sommes à l'avant-veille d'une belle fête et je crois que tout le peuple togolais va bien. Donc je nous souhaite déjà une très très bonne année 2023 et beaucoup de succès, beaucoup de santé. Voilà qui est dit. En tout cas, merci messieurs, ça a été un plaisir. On se donne rendez-vous lundi avec la même flamme. Oui, bien sûr. Hier c'était son anniversaire. Voilà. Bon, ça continue pour nous en off. Justement. Donc voilà. Merci à Eno. Merci à Théo Javon. Séquence rattrapage le lundi. Allez, on vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve lundi avec le même plaisir de vous servir. Ciao, ciao.